Okay, so we got that going. Okay, so I just want to take a moment to welcome everyone. Today is the first of the fall law symposiums, and we're very excited to have with us a wonderful guest speaker. I just want to give you an overview of the law symposiums as it will take place in the next few weeks. So we are going to be having sessions every Tuesday at noon. October 24th, October 31st, November 7th, and 14th. And then part two will be November 21, November 28, December 5, and December 12th. And those will be just 1 hour. So the first four are 1.5 hour sessions. So today will be from 12 to 1:30 p.m. And part two is going to be 1 hour sessions On the table? No, I'm sorry. from 12 to 1 p.m. I'm going to ask everyone if they can to please turn on their cameras. It just makes it for a much more interesting and interactive experience. And of course, it is difficult for a host to speak to a bunch of black boxes, having been there. Our first session today is entitled Taxation of Crypto Assets in the Context of Audit. It will be delivered en français by our presenter, David Coutu of de Grandparent Yates. And I just want to give a brief overview about David, and it's going to be, my overview will be done in French. Je m'excuse, David, je vais faire la traduction en anglais. Pas de problème. Okay. I'm going to ask anyone who does not have to be speaking to please mute yourself so we don't have any feedback. So we're very proud and happy to welcome today David Coutu of de Grandparent Yates. And David is a skilled tax litigator, and he represents clients at every stage of the tax assessment challenge process, and he practices in various areas of Quebec and Canadian taxation, particularly in matters related to income taxes, goods and services taxes, so the GST, and Quebec sales taxes, so the QST. To protect his clients' interests, he identifies all available legal avenues, negotiations with tax authorities, and pleads with 4 provincial and federal courts. David advises and represents a diverse range of individuals, corporations, partnerships, and trusts. His litigation experience covers alternative income estimation methods, net worth, cash flow, purchase analysis, real estate restoration, and director's liability. And today, David is going to be addressing an emerging area of interest, which is, of course, the crypto assets. And he's going to be speaking specifically about crypto assets in the context of audit. And again, his part of his conference is going to be presented in French. So, bienvenue à David. David, welcome. Merci beaucoup. And the floor is yours. Go ahead. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Déborah. Donc, merci aussi d'accepter que je fasse la présentation en français. Là. Donc, effectivement, je suis de mon côté beaucoup plus à l'aise à parler en français qu'en anglais, mais je comprends très bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir en cours de présentation. Donc, encore une fois, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content de pouvoir venir vous parler aujourd'hui des crypto-actifs, puis plus particulièrement des crypto-actifs dans un contexte de fiscalité. Je suis content de voir qu'il y a quand même beaucoup de participants aujourd'hui qui s'intéressent au sujet, qui est un sujet d'actualité qu'on entend de plus en plus parler. Puis aujourd'hui, en fait, je vais pouvoir discuter avec vous des nouvelles dispositions législatives qui ont été prévues dans la loi pour venir réduire certaines incertitudes quant au traitement fiscal des crypto-monnaies, tant au niveau de l'impôt qu'au niveau de la TPS et de la TVQ. Avant tout, par contre, je vais faire un bref survol avec vous des définitions qui ont été ajoutées au niveau de la loi relativement aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, aux monnaies virtuelles et aux effets de paiement virtuel. Ensuite, on va discuter ensemble du marché canadien et québécois des crypto-monnaies. Donc, on parle de quelles valeurs qui sont échangées en territoire canadien et québécois au cours des dernières années. Puis c'est quoi l'ordre de grandeur des gains qui auraient été générés par les particuliers canadiens et québécois au cours des dernières années.
On va discuter des outils qui sont disponibles présentement pour les autorités fiscales pour conduire des vérifications fiscales dans le domaine des cryptoactifs et s'assurer que tout le monde déclare leur juste part d'impôt. On va parler du bilan de vérification du revenu étranger T1135. Comme vous le savez, peut-être, les contribuables canadiens ils ont l'obligation de déclarer leur coût total de leurs biens étrangers déterminés quand ils dépassent une valeur de 100 000 $. Donc, on va se poser la question ensemble, est-ce que les cryptoactifs, les valeurs, le coût des cryptoactifs doivent être ajoutés dans le cadre de ce formulaire-là, dans le cadre de notre déclaration de revenus? On va parler des obligations de tenue de registre, puis finalement, on va parler de l'impôt, du traitement d'impôt et du traitement au niveau de Donc, comme je disais tantôt, n'hésitez pas à m'interrompre en cours de présentation si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses techniques que vous ne saisissez pas bien ou si jamais vous voulez pousser un petit peu plus la réflexion, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, avant tout, il est important de faire un rappel sur la différence entre ce que sont les cryptoactifs et les monnaies virtuelles pour éviter qu'il y ait une confusion en cours de conférence. Donc, essentiellement, au fin de la loi, le terme cryptoactif qui a été intégré en 2022 est beaucoup plus large que le terme monnaie virtuelle ou crypto-monnaie. Donc, les cryptoactifs visent l'ensemble des biens qui sont une représentation de valeur qui existent sur une adresse numérique d'un registre distribué, donc sur la blockchain. Donc, l'ensemble des biens qui existent grâce à la blockchain constituent en ensemble les cryptoactifs. Donc, ça inclut notamment les crypto-monnaies, les NFT, les jetons non fongibles, que vous avez peut-être déjà entendu parler, les jetons utilitaires, puis d'autres types de jetons également. Quant aux crypto-monnaies ou les monnaies virtuelles, comme la loi le définit, on les retrouve uniquement définies dans le règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ce n'est pas encore une définition qui est inclue à la loi de l'impôt sur le revenu ni à la loi sur la taxe d'assises, malgré que les termes se retrouvent là, présentement dans la loi de l'impôt sur le revenu. Il n'y a toujours pas de définition à ça au niveau de la loi de l'impôt. Pour ce qui est des monnaies virtuelles, on inclut dans ça les bitcoins, l'Ether, les jetons utilitaires, mais ça l'exclurait les jetons non fongibles, les NFT qu'on entend souvent parler. Donc, les cryptoactifs, c'est au sens plus large. Les monnaies virtuelles visent particulièrement certains types de cryptoactifs. Puis, les effets de paiement virtuel, qui est une nouvelle définition qui a été ajoutée dans la loi sur la taxe d'assises, est encore plus restrictive que le terme crypto-monnaie ou cryptoactif, qui vise uniquement une certaine catégorie des crypto-monnaies ou des monnaies virtuelles. Donc, on va aborder ça un peu plus en détail plus loin. Je voulais juste mettre la table présentement en vous parlant des différences, des différents vocabulaires qui existent présentement dans la loi. Donc, juste pour vous l'illustrer, puis vous donner un peu plus de contexte, quand on parle de crypto-monnaie ou de monnaie virtuelle, on parle communément qu'est-ce qu'on entend, les bitcoins, l'Ethereum, Avalanche, Solana, ça, c'est des monnaies virtuelles qui peuvent être utilisées comme moyen d'échange. Quand on parle de jetons non fongibles, on parle, les NFT, ça représente en fait la propriété d'actifs numériques. Donc, les NFT sont souvent rattachés à une image ou à une vidéo ou une photo qui peut être revendue sur la blockchain. Certains disent en fait que les NFT, c'est des certificats de propriété numérique donc, qui existent uniquement en un exemplaire. Donc, à partir du moment qu'on est propriétaire d'un NFT, c'est un jeton qui est non fongible, qui ne peut pas être échangé contre d'autres. Donc, on est l'unique propriétaire de ce bien-là. Quand on parle de stablecoin ou de crypto-monnaie stable, on parle de crypto-monnaie, en fait, qui suit la valeur d'une monnaie étatique, comme par exemple le USDC, qui est une crypto-monnaie, en fait, qui suit la valeur du dollar américain. Donc, c'est des termes qu'on va voir au cours de la présentation que je préférais
aborder avec vous tout de suite la question de vous donner un petit peu de contexte et être certain qu'on se comprend quand on utilise les termes. Quand on utilise le terme cryptoactif, c'est plus large. Quand on utilise crypto-monnaie ou NFT, ça vise spécifiquement ce qu'on vient de parler. Donc, le marché canadien des cryptoactifs est relativement assez important. C'est pourquoi ça vaut la peine de s'y attarder le temps en tant que professionnel que pour les autorités fiscales. On peut constater, d'après les statistiques qui ont été répertoriées par Chainalysis, qu'on va discuter un petit peu plus tard, que les gains bruts qui ont été générés au Canada sur les différentes chaînes de blocs, donc sur les différentes blockchains, représentant environ 3,8 milliards de dollars en 2021, donc dont environ 1,5 milliard auraient été générés en Ontario et plus de 500 millions auraient été générés au Québec. Ce qui n'est pas négligeable, puis qui démontre un intérêt assez marqué là, de la part du marché canadien et québécois pour ce qui est des cryptoactifs et des crypto-monnaies. Donc, on voit vraiment que l'Ontario et le Québec se démarquent particulièrement là, en termes de gains qui ont été générés entre les années 2020 et 2021. D'ailleurs, d'après les dernières statistiques de Revenu Québec, les Québécois auraient déclaré des gains qui totaliseraient environ 300 millions de dollars au cours de l'année 2021, ce qui sont des chiffres quand même assez importants, qui démontrent que les contribuables ont quand même bien déclaré leurs revenus au cours des dernières années. Puis, ça rend nécessairement ça intéressant pour les autorités fiscales. Puis c'est d'ailleurs pourquoi ils sont munis d'une équipe spécialisée en matière de cryptoactifs. Puis qu'on voit au cours des dernières années qu'ils ont commencé à entreprendre des démarches de plus en plus positives, actives, pour s'assurer que les Canadiens déclarent leurs gains qu'ils ont générés sur les différentes chaînes de blocs. On a vu qu'il y a eu plusieurs campagnes de publicité qui ont été lancées, là, notamment dans les journaux que sur les réseaux sociaux par Revenu Québec pour dire aux gens que Revenu Québec et Revenu Canada se préparent, puis qu'ils veulent que les contribuables canadiens et québécois déclarent leurs revenus. Donc, effectivement, il y a eu des campagnes de publicité, mais aussi il y a des vérifications qui ont commencé à avoir lieu dans le secteur des crypto-monnaies. D'ailleurs, les autorités fiscales sont assez bien outillées pour commencer à faire des vérifications des contribuables canadiens pour qu'ils déclarent correctement leur crypto-monnaie. Premièrement, ils ont accès aux outils de la loi qui leur permettent d'obtenir des autorisations judiciaires auprès des plateformes d'échange canadiennes pour obtenir des informations sur leurs clients, comme ils l'ont récemment fait dans l'affaire CoinSquare, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, en obtenant ce type d'ordonnance-là, ça force en fait les plateformes d'échange à communiquer à Revenu Canada les informations qui sont demandées dans le cadre de leur demande en autorisation judiciaire. Donc, dans l'affaire CoinSquare que je vous ai parlé, Revenu Canada avait demandé à CoinSquare de transmettre une quantité assez importante d'informations relativement à ses clients. Il avait demandé une liste de tous les clients de CoinSquare, une liste détaillée de tous les transferts qui ont été faits tant en monnaie fiat qu'en crypto-monnaie, les méthodes de funding, en fait, des plateformes, les dates des transactions, toutes les adresses de crypto-monnaie qui sont enregistrées au nom du contribuable lesquels auraient interagi avec la plateforme CoinSquare. On a demandé également une liste détaillée de toutes les transactions qui ont été effectuées par les contribuables et encore une fois, une liste de toutes les adresses de crypto-monnaie du contribuable. Une copie du KYC documentation, une copie de toute la liste des adresses de dépôt en crypto-monnaie sur la plateforme. Donc, on voit qu'il y avait une multitude d'informations qui étaient demandées, que c'était vraiment très complet. Les demandes qui étaient faites, puis à la base, CoinSquare demandait à obtenir la liste complète de tous les clients de CoinSquare avec toutes ces informations-là, mais finalement, il y a une entente qui est intervenue entre CoinSquare puis Revenu Canada, à laquelle ils sont entendus que les clients pour lesquels ils devaient divulguer cette information-là étaient les clients qui avaient pour plus que 20 000 $ de valeur au 31 décembre entre les années 2014 et 2020. Les clients qui avaient fait des dépôts de plus de 20 000 $ depuis que leur compte était ouvert, puis les 16 500 plus gros clients de la plateforme.
Donc, évidemment, avec ces informations-là, l'ARC va être en mesure de faire des vérifications des gains qui ont été générés par les échanges sur la plateforme de crypto-monnaie, mais également, ça va leur permettre, en obtenant les adresses des contribuables sur la blockchain, leurs adresses de portefeuille, leurs adresses de transaction, d'être capable de reconstituer aussi leurs gains qui auraient été faits à l'extérieur de la plateforme d'échange. Par ailleurs, on sait qu'aux États-Unis, il y a eu des demandes similaires qui ont été effectuées pour d'autres plateformes d'échange, qui est possible qu'éventuellement, en vertu des ententes d'échange d'informations et de renseignements, que ces informations-là se retrouvent éventuellement au Canada également, puis que ça crée d'autres vérifications fiscales pour les contribuables. Donc, on sait que l'IRS a obtenu de l'information en provenance de Coinbase, de Kraken, de Poloniex, de SFOX. Donc, il y a de plus en plus de plateformes qui ont été obligées de transmettre de l'information aux autorités fiscales américaines et canadiennes. Donc, on sait que tout ça va amener son lot de vérifications fiscales au cours des prochaines années. Donc, une fausse prémisse qu'on entend souvent, c'est que les transactions qui sont faites avec des crypto-monnaies sont anonymes. Sont évidemment pas anonymes, sont possiblement pseudo-anonymes ou pseudonymes, mais elles sont véritablement pas anonymes. En fait, les contribuables vont s'exposer à chaque fois qu'ils font des transactions, qu'ils font des échanges ou des retraits de crypto-monnaies. Puis il suffit uniquement pour les autorités fiscales d'avoir une adresse de portefeuille ou un hash transactionnel pour permettre de dévoiler les autres transactions puis les détentions d'un contribuable. Donc, c'est faux, en fait, que la crypto-monnaie, c'est anonyme, puis que les gens peuvent faire des échanges puis des gains sans les déclarer. Éventuellement, il va toujours avoir un risque qu'il y ait de l'information qui vienne aux oreilles des autorités fiscales, puis que le contribuable soit vérifié et éventuellement cotisé. Par ailleurs, il y a plusieurs indices que les vérificateurs peuvent avoir pour identifier qu'un contribuable détient effectivement des crypto-monnaies, notamment l'obtention. Le premier indice, ce serait par l'obtention d'informations de la part de plateformes d'échange ou d'échange de renseignements avec les autorités américaines. Ça serait une des premières façons de l'identifier. Également, les dépenses sur les cartes de crédit des contribuables, là. Donc, on voit qu'il y a plusieurs plateformes qui nécessitent des paiements par carte de crédit pour être capable de fonder le compte du contribuable sur la plateforme d'échange. Donc, en regardant sur les cartes de crédit du contribuable, le vérificateur serait capable de voir qu'il y a eu 5 000, 10 000 qui est envoyé à telle plateforme. Donc, ça te donnerait un indice à l'ARC ou à l'ARQ. Que le contribuable détient des crypto-monnaies. Puis par la suite, à partir du moment qu'on voit dans le relevé qu'il y a eu de l'argent qui est envoyé à telle plateforme, mais c'est facile de demander à la plateforme de lui transmettre l'information pour voir les transactions qui ont été effectuées. Même chose avec les relevés bancaires. Puis également, il y a plusieurs contribuables aussi qui sont assez fiers d'avoir fait de l'argent par les crypto-monnaies qui s'affichent ouvertement sur les réseaux sociaux. Donc, eux aussi pourraient éventuellement faire l'objet de vérification fiscale à cause de leur affichage public comme détenteur puis trader de crypto-monnaies. Puis il faut se rappeler, en fait, les chaînes de blocs, c'est en réalité, les chaînes de blocs ou les blockchains, c'est en réalité des immenses registres publics qui répertorient l'ensemble des transactions qui ont été effectuées, et ça depuis la création des blockchains. Puis que ces registres-là vont rester probablement accessibles indéfiniment ou du moins pendant encore très, très longtemps. Donc, c'est de l'information qui est publique à tous. Si vous allez sur le site Etherscan ou Block Explorer, vous êtes capable d'aller voir l'ensemble des transactions du registre des blockchains, soit d'Ethereum avec Etherscan ou de Bitcoin avec Block Explorer. Donc, c'est de l'information qui est publique à tous. À partir du moment qu'on sait c'est quoi l'adresse publique d'une personne, on est capable d'aller voir directement sur Internet comment il y a de Bitcoin, c'est quoi les transactions qui ont été effectuées. Donc, à partir du moment qu'on est capable de relier une personne à une adresse publique, on est capable de reconstituer les transactions qui ont été effectuées. Donc, ça vous tente de voir un peu comment ces registres-là sont compilés. Je vous recommande d'aller voir sur etherscan.com.
Puis, vous êtes capable de voir effectivement l'ensemble de toutes les transactions qui ont été faites sur la blockchain depuis sa création. Puis aussi, c'est ça, avec les logiciels d'analyse spécialisés qui sont mis en place, dont notamment Chainalysis, qu'on va voir un peu plus tard, ça va évidemment permettre aux vérificateurs de vérifier, d'analyser l'information qui a été donnée par les contribuables, puis de vérifier si les gains ont été déclarés correctement, si la TPS-TVQ a été appliquée correctement, puis si le contribuable détient des crypto-monnaies d'une valeur ou d'un coût supérieur à 100 000 et voir si le contribuable devait déclarer et produire son formulaire T1135 avec ses déclarations de revenus. Donc, avec l'information obtenue auprès des plateformes d'échange, les autorités fiscales vont pouvoir, avec notamment les logiciels spécialisés comme notamment Chainalysis, voir le parcours des fonds du contribuable, identifier si le contribuable a fait affaire avec d'autres plateformes d'échange, auquel cas l'ARC ou l'ARQ pourra commander les registres auprès de ces plateformes-là. On va être capable de voir si le contribuable a reçu des fonds qui proviennent du dark web. On va être capable aussi de reconstituer ou du moins en partie reconstituer les transactions qu'un contribuable a fait avant de transmettre ses fonds sur une plateforme d'échange ou après avoir sorti les fonds de la plateforme d'échange. Donc, avec les adresses qui étaient demandées, comme vous avez vu dans l'affaire CoinSquare, Québec, Canada demandait une liste complète de toutes les adresses du contribuable. Bien, en rentrant ces informations-là dans les plateformes d'analyse comme Chainalysis, on est capable de reconstituer les transactions qui auraient été effectuées par le contribuable. Également, il faut savoir si un contribuable ne collabore pas, par exemple, avec les autorités, mais la RC a toujours la possibilité d'émettre des hypothèses de fait qui sont basées sur les transactions qu'elle va avoir retracées sur la blockchain, ce qui risque en fait de créer des litiges fiscaux assez complexes. Comme vous le savez peut-être, dans le domaine de la fiscalité, les présomptions de fait du ministre sont présumées être valides. Donc, les cotisations qui sont émises par Revenu Québec sont présumées être valides, puis c'est le fardeau du contribuable de démontrer qu'elles ne le sont pas. Donc, dans le cas d'une reconstitution qui serait faite avec des données de la blockchain, ça peut s'avérer assez complexe de le contester, considérant justement que les informations sur la blockchain sont constatées. Puis, si les autorités fiscales émettent des présomptions de fait un peu arbitraires, bien, ça va créer une complexité au niveau des litiges qui vont s'en suivre. Donc, comme vous le savez sans doute, les contribuables canadiens doivent déclarer le coût total des biens étrangers déterminés qui s'élève à plus de 100 000 dans leur formulaire T1135, faute de quoi il y a des pénalités qui peuvent s'appliquer, des pénalités qui sont assez importantes. Donc, on parle d'une pénalité de 2 500 pour la première omission, 2 500 $ pour la première omission. Donc, c'est 2 500 $ par année qui peut être ajouté aux cotisations d'un contribuable. Après ça, on a des pénalités pour récidive de 9 500 $ par année. Puis, si on démontre que le contribuable a fait preuve de négligence flagrante, il peut avoir une pénalité de 5 % de la valeur des actifs étrangers par année qui peut être ajoutée au contribuable. Donc, ça va très, très, très vite. Si, par exemple, le contribuable n'a pas déclaré ses biens étrangers déterminés pendant une période de 10 ans, par exemple, il peut perdre l'entièreté de son capital qui est à l'étranger. Donc, à l'article 233.3, paragraphe 1, on détaille les biens étrangers déterminés qui doivent être déclarés dans le T1135. Donc, on parle des fonds et des biens intangibles situés à l'étranger ou détenus à l'étranger, le capital action d'une société non résidente, les actions de sociétés résidentes au Canada qui sont détenues à l'étranger, la dette détenue par un non-résident, y compris les obligations d'état de société, les obligations non garanties, les hypothèques et les effets à recevoir. Donc, ça inclut une multitude de choses. Puis c'est important de se poser la question, à savoir est-ce que les cryptoactifs sont inclus dans ces biens étrangers déterminés-là, puis est-ce qu'on doit les déclarer au fin de la production du formulaire T1135. Donc,
En 2014, l'Agence du revenu du Canada avait dit que, selon elle, la crypto-monnaie, ça constitue des fonds ou des biens corporels et que c'est un bien étranger déterminé qui doit être divulgué sur le formulaire T1135 dans la mesure où la crypto-monnaie est située, déposée ou détenue à l'extérieur du Canada. Donc, c'est bien beau de le dire comme ça, mais comment qu'on détermine si la crypto-monnaie elle est déposée, détenue à l'extérieur du Canada? Euh, donc, cette question-là avait été posée au congrès de la PFF, là, qui est l'Association de planification fiscale, en 2021, pardon. Puis on avait posé la question relativement au situs de la crypto-monnaie en elle-même. Comment est-ce qu'on peut confirmer que la crypto-monnaie est située à l'étranger ou elle est située au Canada? Donc, on indiquait, considérant le caractère décentralisé des crypto-monnaies, qui était en réalité impossible de situer exactement, elle se situe où cette crypto-monnaie-là. On disait que les crypto-monnaies sont le résultat de formules mathématiques dont les registres sont contenus sur des serveurs qui peuvent être à plusieurs endroits dans le monde en même temps. Puis la question, puis le commentaire était bon parce que si on regarde, par exemple, le réseau d'Ethereum en date du 26 juin 2023, donc l'image que vous avez devant vous, bien, on peut voir que les validateurs du réseau d'Ethereum, ceux qui maintiennent le réseau d'Ethereum, étaient situés à 45 aux États-Unis, 18 en Allemagne, puis ces pourcentages-là vont changer d'un jour à un autre. Donc, il est légitime de se poser la question à savoir, est-ce qu'on doit considérer que les crypto-monnaies d'un contribuable sont situés dans le pays qui maintiennent les registres de la blockchain ou bien plutôt dans le pays où sont détenues les clés privées du contribuable. Donc, les clés privées, pour votre information, c'est la clé secrète que le contribuable peut utiliser pour accéder sur la blockchain et s'identifier et faire des transactions avec ces crypto-monnaies. Donc cette clé privée-là, habituellement, le contribuable va soit la conserver sur une sorte de clé USB à la maison, un ledger qu'on appelle, ou bien il va le laisser directement sur une plateforme d'échange, ou bien dans un registre, ou bien dans un portefeuille en ligne. Donc, si la clé privée serait située dans sa maison, dans son portefeuille, dans sa clé USB, on pourrait possiblement dire que la crypto-monnaie est située au Canada chez le contribuable, mais si elle est située, si cette clé privée-là, en fait, est détenue par un tiers comme une plateforme d'échange, ben, ça serait possiblement dans le pays de résidence de cette plateforme d'échange-là. Et c'est ça, la question est intéressante parce que dans le portefeuille du contribuable, le contribuable, il ne détient pas la crypto-monnaie en elle-même. Ce qu'il détient, c'est uniquement sa clé privée qui lui permet de faire des transactions sur la blockchain avec ses crypto-monnaies. Mais la crypto-monnaie, elle n'est pas déposée dans le portefeuille du contribuable, c'est juste la clé privée qui y donne accès. Donc, d'où là la complexité de la question. Donc, quand je parlais tantôt des types de portefeuilles là, qui peuvent exister, donc, il y a les non-custodial wallets ou les self-custody wallets qui sont les portefeuilles sur lesquels le contribuable peut déposer ses clés privées. Donc, on voit, il y a deux types principaux, là, dont Ledger puis Trésor, qu'on voit à droite de la diapositive. Puis, on parle des custodial wallets quand c'est un tiers qui détient nos clés privées. Donc, quand on fait affaire avec une plateforme d'échange comme Binance, Coinbase ou ShakePay, par exemple, ben, ça serait eux qui détiendraient la clé privée du contribuable. Donc, l'ARC, en début d'année, a dit que la question était toujours sous étude, donc ils n'ont pas encore déterminé comment considérer le situs de la crypto-monnaie. Par contre, ils ont fait valoir qu'ils examinaient la possibilité de modifier certains formulaires, annexes ou guides pour permettre la divulgation de ce genre d'actifs-là. Donc, on sait que dans les prochains mois, probablement, il va y avoir des modifications qui vont avoir lieu, possiblement même dans la loi, mais à certains formulaires pour permettre aux contribuables de divulguer leurs crypto-actifs. Mais en attendant, considérant cette incertitude-là, nous, on recommande à nos clients quand même de toujours déclarer leurs crypto-actifs dans leur formulaire T1135
pour éviter justement qu'il y ait des pénalités assez importantes qui soient ajoutées aux contribuables dans les cas où est-ce que la RC considérait que ça devait être ajouté dans le T1135 dans toutes circonstances. Jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ben, ce qui nous amène alors aux obligations de tenue de registre. Donc, comme vous le savez, sans doute, les contribuables ont l'obligation de tenir des livres et registres pour soutenir les déclarations de revenus qu'elles font. Donc, c'est un principe qui a été rappelé fréquemment en jurisprudence, dont notamment dans l'affaire Jenga en 1997, un principe qui est rappelé, qui est fréquemment rappelé par la jurisprudence. Qu'est-ce qu'on entend par registre au fin de la loi? En fait, on inclut à ça les comptes, les conventions, les livres, les graphiques, les tableaux, les diagrammes, les formulaires, les images. On inclut une multitude de choses. Essentiellement, ça se rapporte à tout document qui permettrait à un contribuable d'établir les revenus qu'il a générés et qu'il a déclarés auprès des autorités fiscales. Donc, c'est relativement assez large. Par contre, dans le guide de la monnaie virtuelle, la RC a mentionné récemment plus précisément les informations qui devraient être conservées pour les monnaies virtuelles. Donc, on parle des dates de transaction, la description des opérations, les reçus d'achat, les registres d'échange, les valeurs canadiennes au moment de l'opération, les frais comptables et juridiques, les registres de portefeuille numérique et les adresses, encore une fois, puis les coûts de logiciel. Donc, avec ces informations-là, ça va permettre aux autorités fiscales de conduire des vérifications plus efficaces. Mais, comme je disais un petit peu plus tôt, même si cette information-là n'a pas été conservée, il y a toujours des chances que le contribuable se fasse vérifier. Puis, en pratique, il y a certains problèmes, par contre, qui peuvent intervenir au niveau de cette tenue de livre-là en matière de crypto-monnaie. Quelque chose qu'on voit assez fréquemment, c'est qu'il y a des plateformes qui n'existent plus ou qui sont tout simplement plus accessibles, dont notamment Quadriga, MTGOX, puis FTX qui a fermé et fait faillite récemment. Donc ça complexifie nécessairement la tenue de livre des contribuables à l'égard de leurs crypto-monnaies. S'ils sont plus capables d'accéder à leurs livres et registres, c'est sûr que ça complexifie beaucoup les choses. Donc, la RC rappelle qu'il est préférable, en fait, d'extraire les données des plateformes d'échange de crypto-monnaies le plus fréquemment possible pour éviter que ça se présente. Puis, d'autres problèmes aussi qui peuvent intervenir, c'est lorsque le contribuable perd ses clés d'accès, ses clés privées. Donc, si le contribuable perd sa clé ou ne l'a pas conservé, ne l'a pas écrit nulle part, n'a pas écrit ses codes, bien, c'est possible que cette crypto-monnaie-là soit perdue à tout jamais sur la blockchain, puis que personne ne puisse la récupérer. Dans ce cas-là, ça amène à se poser la question, est-ce que le contribuable peut réclamer une perte relativement à ces crypto-monnaies? C'est quelque chose qu'on va aborder un petit peu plus tard dans le cadre de la présentation. Puis également, il y a certaines crypto-monnaies qui sont pas traçables, dont notamment Monero, ce qui rend encore plus difficile pour les contribuables de reconstituer leurs transactions. Donc, c'est des éléments là, qui complexifient la tenue de livre des contribuables. Donc, je vois que j'ai une question. OK. Donc, encore, à tout événement, là, il faut se rappeler que l'obligation de tenue de registre, c'est quelque chose d'important parce que s'il n'est pas respecté, ça ouvre la porte aux autorités fiscales à utiliser des méthodes alternatives de cotisation qui donnent souvent des résultats bien loin de la réalité. Donc, si les registres d'un contribuable sont incomplets ou sont perfectibles, dans le sens qu'ils n'ont pas été préparés avec attention comme ils le devraient, bien, ça donne la possibilité à Revenu Canada ou Revenu Québec d'utiliser des méthodes comme l'avoir-net. Donc, la méthode de l'avoir-net, c'est une méthode qui va analyser les augmentations de valeur des actifs d'un contribuable d'une autre. Il y a également la méthode des mouvements de trésorerie qui va vraiment analyser les mouvements de fonds du contribuable pour voir s'il n'y aurait pas eu des revenus non déclarés. L'analyse des dépôts bancaires dans lesquels Revenu Canada ou Revenu Québec va analyser l'ensemble des dépôts qui ont été faits dans les comptes bancaires du contribuable
et qui vont être imposés si aucune justification ne peut être donnée par rapport à ces dépôts-là. Puis il risque aussi d'avoir éventuellement d'autres méthodes qui soient créées, qui seraient possiblement basées sur les données de la blockchain si un contribuable ne collabore pas ou si ses livres et registres sont incomplets. Donc, encore une fois, c'est important de tenir ces livres et registres, même en matière de crypto-monnaie. Sinon, il y a des risques qui viennent avec ça. Ça serait que les autorités fiscales utilisent ce genre de méthode-là. Puis, encore une fois, ça risque, au cours des prochaines années, d'amener des litiges fiscaux assez complexes si des méthodes alternatives sont utilisées en se basant sur des données de la blockchain. Donc, pour les prochaines diapositives, on va aborder en fait le traitement fiscal des crypto-monnaies, tant au niveau de l'impôt qu'au niveau de la TPS-TVH. Donc, comme je disais, il y a eu plusieurs changements récents là, qui sont intervenus dans la loi qui méritent d'être discutés aujourd'hui. Donc, premièrement, ce qui concerne les activités de minage, on doit vraiment retourner aux bases pour déterminer ce que constitue un revenu, pour voir en fait si les récompenses qui sont reçues par un contribuable sont imposables. Comme l'ARC le rappelle dans le guide des monnaies virtuelles, le traitement de l'impôt des mineurs de crypto-monnaies va différer dépendamment si on considère que ces activités de minage sont une activité personnelle ou un passe-temps versus si elles sont une activité commerciale. Donc, dans la très grande majorité des cas, par contre, ça va constituer une activité commerciale pour le contribuable, puis le contribuable va devoir s'imposer sur la juste valeur marchande des crypto-monnaies qu'il va recevoir au moment du minage. Par contre, ça peut arriver parfois que ça constitue une activité personnelle ou est-ce que les récompenses qui sont reçues par le contribuable ne seraient pas imposables au moment où est-ce qu'il les reçoit, mais plutôt uniquement au moment où est-ce qu'il va les revendre. Donc, en fait, pour déterminer si on fait face à une source de revenus et si la crypto-monnaie, les récompenses en crypto-monnaie qui sont reçues par le contribuable constituent du revenu, on doit se référer à la jurisprudence et les critères qui ont été développés notamment dans l'affaire Stewart et dans l'affaire Moldovan. Donc, notamment l'état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable, la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise en termes de capital de réaliser un profit. Et cette liste-là n'est évidemment pas exhaustive, mais c'est plusieurs critères qui permettent de déterminer si on fait face à une source de revenus pour le contribuable. Donc, si on pense aux premiers mineurs de Bitcoin dans les années 2010-2011 qui utilisaient leur propre ordinateur pour miner alors qu'ils exerçaient leur emploi à temps plein à côté de tout ça, puis qui minaient avec leur ordinateur à la maison, puis qu'au fil des années, ils ont décidé d'acquérir du matériel de plus en plus fort, du matériel de plus en plus spécialisé, puis leur amener éventuellement à quitter leur emploi et à se consacrer à 100% sur le minage des crypto-monnaies. Mais dans cette situation-là, on peut penser que l'activité était initialement peut-être une activité personnelle, un passe-temps, considérant notamment que le processus était assez exploratoire, que le contribuable n'avait pas fait de profit ni de perte dans les années antérieures, considérant que le contribuable avait un emploi à temps plein, puis que c'était assez incertain. C'était pour faire du revenu de tout ça. Là, à l'époque, le Bitcoin valait uniquement 4-5 $, donc c'était pas si clair, c'était pour être une activité qui était lucrative. Donc, dans cette situation-là, on pourrait se dire que peut-être que c'était un passe-temps, effectivement, puis c'était les Bitcoins qui étaient reçus n'étaient pas imposables. Par contre, on peut penser que l'activité est devenue éventuellement une activité commerciale à partir du moment que le contribuable a acheté de l'équipement spécialisé, puis qu'il a commencé à passer, qu'il a quitté son emploi en fait pour se concentrer uniquement sur les activités de minage. Donc, dans tous les cas, comme je disais tantôt, si l'activité de minage constitue une activité personnelle, le contribuable ne devra pas s'imposer au moment où il reçoit ses récompenses en crypto-monnaie, mais il va quand même devoir payer de l'impôt sur le gain qu'il va avoir généré au moment de la revente de cette crypto-monnaie-là. Quant au contribuable qui exerce une activité commerciale, ben, il va devoir s'imposer sur la juste valeur marchande de la crypto-monnaie au moment où est-ce qu'il le reçoit.
mais il devra également payer un gain au moment où est-ce qu'il va revendre cette crypto-monnaie-là. Donc, un gain ou une perte, là, dépendamment si la crypto-monnaie a pris de la valeur ou non. Donc, ce qui nous amène à nous poser la question, est-ce que le gain qui est généré par les contribuables qui achètent et qui revendent de la crypto-monnaie, est-ce que ça constitue un revenu d'entreprise ou un gain en capital? Comme vous le savez sans doute, le revenu d'entreprise est imposable à 100% pour un contribuable, alors que le gain en capital est imposable uniquement à 50%. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart en fait, certains contribuables vont tendre à pouvoir qualifier trop rapidement leur investissement à titre de gain en capital. Mais il y a plusieurs critères en fait, qui doivent être analysés pour déterminer si le gain qui a été généré par le contribuable est effectivement un revenu d'entreprise ou un gain en capital. Ces critères-là ont été évalués dans la jurisprudence, dont notamment dans l'affaire Vancouver Artworks, dans laquelle on abordait justement ces critères-là dans un contexte de spéculation boursière. Donc, ces critères-là peuvent aussi s'appliquer pour déterminer si les gains et profits générés par un contribuable se qualifient de revenu d'entreprise ou de gain en capital. Donc, on va évaluer la fréquence des opérations. Donc, s'il y a eu plusieurs opérations qui ont été effectuées au cours d'une même période, mais ça pourrait tendre vers la qualification de revenu d'entreprise. Il y a également le temps pendant lequel les valeurs ont été conservées, l'intention d'acheter ou de revendre à profit, la nature et la quantité des valeurs mobilières détenues, puis le temps consacré à l'activité. Donc, tout ça sont des critères qui doivent être analysés pour déterminer si on est plus, si on fait face à une activité menant à un revenu d'entreprise ou plutôt à un gain en capital. Puis également, on doit se rappeler qu'il y a un événement taxable qui intervient à chaque fois qu'un contribuable va utiliser la crypto-monnaie pour acquérir un bien, à chaque fois qu'il va l'utiliser pour l'échanger dans une devise particulière, à chaque fois qu'il va l'échanger contre une autre, puis à chaque fois qu'il va faire le don d'une crypto-monnaie. Donc, de sorte le calcul en fait qui doit être effectué au niveau de l'impôt est assez compliqué parce qu'on doit faire un calcul à chaque fois qu'un événement taxable va se créer. Donc, à partir du moment que le contribuable vend un Bitcoin, mais il doit calculer est-ce que j'ai fait un gain en échangeant ce Bitcoin-là contre un autre crypto-monnaie? Est-ce que j'ai fait un gain quand j'ai utilisé ma crypto-monnaie pour acheter un bien ou un service? Donc, ça crée une multitude de transactions qui complexifient beaucoup la comptabilité des contribuables qui détiennent des crypto-monnaies. Il existe plusieurs plateformes en ligne là, qui permettent aux contribuables de tenir leur comptabilité, dont notamment Coinly puis CoinLedger, mais il faut quand même que le contribuable soit capable d'identifier les transactions qu'il a faites puis les adresses qui lui appartiennent. Mais tout ça pour dire que la comptabilité des comptables qui travaillent dans le domaine des crypto-monnaies est très, très complexe. Puis ils ont l'obligation, en fait, d'avoir des logiciels vraiment spécialisés pour pouvoir les aider dans ce travail-là. Ce qui nous amène à discuter en fait des pertes causées par la fraude là, dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, d'après le Canafé, là, entre 2021 et 2022, 53% des 3820 fraudes reportées dans le domaine de la crypto-monnaie constituaient des fraudes liées à l'investissement. On peut voir que l'une des fraudes les plus fréquemment rapportées aux autorités financières porte le nom de Pig Butchering Scam, qui fait encore aujourd'hui un nombre considérable de victimes, là, malgré les nombreux avertissements dans les médias traditionnels. C'est un type de fraude, en fait, qui vise à bâtir une relation de confiance avec les victimes pour essayer de leur soutirer le plus de fonds possible. Habituellement, les victimes vont se faire contacter sur les réseaux sociaux par certaines personnes qui vont leur vanter le mérite de certaines plateformes d'échange en ligne de crypto-monnaies. Ou bien le contribuable va faire une recherche sur Internet pour essayer de trouver une plateforme pour acheter de la crypto-monnaie. Il va se retrouver sur une fausse plateforme de crypto-monnaie en ligne. Le contribuable, habituellement, se fait attitrer à un directeur de compte de cette fausse plateforme-là qui va lui dire où acheter de la crypto-monnaie et lui transmettre pour que lui s'occupe à titre de gestionnaire de fonds de faire fructifier cette crypto-monnaie-là. Puis, à partir du moment que l'argent est transféré sur la fausse plateforme, le contribuable va le voir en ligne en s'inscrivant sur son compte qu'effectivement, ces crypto-monnaies se retrouvent sur la plateforme. Puis, il va faire des
il va penser en fait qu'il va faire des revenus assez faramineux rapidement, ce qui va l'amener à investir davantage d'argent dans la plateforme à partir du moment où est-ce que il va vouloir retirer les fonds, par exemple. On va lui demander plus d'argent parce qu'on va lui dire vous n'avez pas tel type de licence que vous avez besoin pour être capable d'opérer à titre de marchand de crypto-monnaie. Donc, vous devez nous transmettre un autre 5 ou 10 000 pour qu'on puisse vous attribuer cette licence-là pour que vous puissiez retirer vos fonds. Puis là, à partir d'un certain moment, là, le contribuable réalise qu'il s'agit d'une fraude. Puis là, il coupe contact avec son fraudeur. Puis, par la suite, il se fait contacter par un enquêteur en crypto-monnaie qui lui dit qu'il a réalisé qu'il a été victime d'une fraude, mais qui peut l'aider à récupérer ses fonds, moyennant un autre 5 ou 10 000 additionnels. Puis là, le processus recommence. Donc, c'est une fraude basée sur une autre fraude qui peut s'étirer pendant des très longues périodes de temps. Là. Il y a des contribuables qui ont vraiment beaucoup perdu d'argent dans cette fraude-là, qui est assez sophistiquée. Là. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine d'en parler aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, au cours des derniers mois, dernières semaines, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui sont faites avoir dans ce type de fraude-là. Là. Donc, ça vaut la peine de continuer de le publier. Il faut faire attention. Souvent, il y a des gens qui veulent investir dans les crypto-monnaies, mais qui ne se connaissent pas très bien. Puis, ces personnes-là risquent de se faire avoir par ce genre de fraude-là. Donc, dans ce genre de circonstances-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il va y avoir une possibilité, au moins pour le contribuable, de se prévaloir d'une perte en capital ou d'une perte d'entreprise pour l'argent qu'il a perdu? D'ailleurs, en réponse à une question de la table ronde, en 2012, l'ARC avait répondu que les sommes qui étaient investies dans le cadre d'un stratagème de type Ponzi pouvaient généralement être caractérisées à titre de perte en capital. Donc, si on fait le parallèle entre le stratagème de type Ponzi par rapport à ce type de fraude-là, qui est un peu similaire, on peut dire, on pourrait penser que la perte est déductible. Par contre, il faut souligner qu'une affaire qui constitue une fraude du début à la fin ne pourrait peut-être pas donner naissance à une source de revenus du point de vue de la victime, puis que le contribuable ne pourrait possiblement pas réclamer de perte en vertu de la jurisprudence, dont notamment dans l'affaire Amil contre Canada. Donc, chaque cas va être un cas d'espèce, puis il n'y a toujours pas eu de jurisprudence sur ce type-là en particulier. Mais c'est des choses à étudier si on veut déterminer est-ce que la perte que le contribuable a subie va pouvoir se qualifier à titre de perte en capital ou de perte d'entreprise. Je vais passer rapidement là-dessus, là, c'est très technique, là, mais essentiellement, l'ARC récemment a émis comme position que le matériel de minage, dont les GPU puis les circuits imprimés ASIC, faisait partie de la catégorie 50 des biens amortissables, donc ils sont déductibles à 55 par année. Donc, nouvelle position de l'Agence du revenu du Canada. Également, l'ARC est venu confirmer que les mineurs non résidents qui ont du matériel à disposition au Canada et que ce matériel-là peut être utilisé dans un lieu géographiquement fixe au Canada. Mais dans ces situations-là, le non-résident peut être considéré comme exploitant un établissement stable au Canada. Donc, ses revenus générés, même si c'est un non-résident, seraient imposables au Canada en lien avec cet établissement stable-là. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup, au cours des dernières années, beaucoup d'étrangers qui sont venus au Canada pour faire du minage de crypto-monnaies, considérant l'électricité qui est à faible coût, puis notre climat aussi qui est avantageux pour le minage de crypto-monnaies. Donc, cette position-là fait en sorte que probablement ces mineurs-là vont devoir s'imposer, du moins au Canada, pour le minage qui effectue sur notre territoire canadien. Donc, on va parler rapidement en fait des aspects TPS-TVQ, en fait plus TPS-TVH, mais il y a eu des nouvelles modifications qui ont eu lieu récemment dans la loi sur la taxe d'assises qui sont venues clarifier un peu le traitement applicable aux activités de minage, à la rémunération qui est reçue dans le cadre des activités de minage, puis des transactions qui impliquent des effets de paiement virtuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant mai 2019, il y avait beaucoup d'incertitudes relativement
à l'application de la TPS-TVQ et aux crypto-actifs. Donc, avant le 18 mai 2019, lorsqu'on faisait une vente d'un crypto-actif, c'était considéré comme une vente d'un bien meuble incorporel qui était assujetti à la TPS-TVH. Donc, si moi j'achetais un Bitcoin, puis je le vendais à un ami après avoir fait un profit, par exemple, puis cet ami-là l'achetait à sa juste valeur marchande, mais en théorie, j'étais supposé de charger de la TPS-TVQ à mon client, à la personne à qui j'ai vendu, puis de remettre cette TPS-TVQ-là au gouvernement. Donc, en théorie, là, c'était comme ça que ça s'appliquait la loi, du fait que les crypto-monnaies est un bien meuble incorporel. Donc, si j'achetais de la crypto-monnaie, puis que je la revendais à un contribuable canadien, en théorie, je serais supposé de charger de la TPS-TVQ en plus du montant de la crypto-monnaie que j'ai vendue. Par contre, là, depuis le 18 mai 2019, on est venu ajouter une définition à la loi pour effet de paiement virtuel, comme on a vu au début de la présentation. Puis ces effets de paiement virtuels-là se qualifient sous la définition d'effets financiers, ce qui fait en sorte que maintenant, elles sont exonérées. Donc, lorsqu'on fait une vente d'un effet de paiement virtuel, c'est exonéré au fin de la loi, donc on n'a plus besoin de charger la TPS-TVQ sur les bitcoins qu'on vend depuis le 19 mai 2019. Par contre, pour que ça soit exonéré, il faut quand même que la crypto-monnaie se qualifie à titre d'effet de paiement virtuel, ce qui n'est pas nécessairement automatique. Donc, on a la définition ici d'effet de paiement virtuel. Donc, c'est une reprise, comme on va le voir, on va le regarder ensemble, là, mais c'est un effet de paiement virtuel, c'est un bien qui est une représentation numérique d'une valeur qui fonctionne au moyen d'échange, comme moyen d'échange, et qui existe seulement à une adresse numérique d'un registre public. Donc, juste ici, là, on voit, ça rejoint le Bitcoin, par exemple, qui est une représentation numérique de valeur, qui fonctionne comme moyen d'échange et qui existe uniquement sur une adresse numérique. Par contre, ça ne viserait pas les NFT, les jetons non fongibles, parce que ce n'est pas des jetons, ce pas des biens qui fonctionnent comme moyen d'échange, comme on a pu voir un peu plus tôt. Également, cette définition-là va exclure les alinéas A, B et C. Donc, ça va exclure les jetons qui confèrent un droit immédiat ou futur ou conditionnel ou non à être échangés ou rachetés contre de l'argent ou des biens ou services spécifiques ou à être convertis en argent ou en biens ou services spécifiques. Donc, cette exclusion-là viserait notamment les jetons de titres financiers, viserait également les utility tokens qu'on appelle les jetons utilitaires qui permettent de faire de l'acquisition, par exemple, d'un café au café du coin. Donc, ça serait toujours visé par la TPS-TVQ. Également, ça vise les biens qui sont destinés à être utilisés principalement dans le cadre d'une plateforme de jeu, d'un programme d'affinité. Donc, les jetons qui sont achetés pour acquérir, par exemple, des terrains virtuels sur des plateformes de réalité virtuelle, ou bien des armes, ou bien des habillages sur des jeux en particulier. Donc, ça ne serait pas visé à titre d'effet de paiement virtuel, donc ça serait toujours taxable. Puis, à C, on parle d'un bien qui est visé par règlement, mais il n'y a toujours pas de biens qui sont visés par règlement, là, donc pour l'instant, ça ne vise pas autre chose que ça. Puis, chose intéressante de savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition dans la loi pour plateforme de jeu ou programme d'affinité. Donc, on ne sait pas encore justement si les plateformes de réalité virtuelle ou bien Decentraland, là, qui est une place en ligne où est-ce qu'on peut acquérir des terrains. On n'est pas certain si ça va se qualifier à titre de plateforme de jeu. Donc, il y a une possibilité, en fait, que le jeton Mana, qui permet d'acquérir des terrains sur Decentraland, devienne taxable du fait, pas devienne, mais soit taxable du fait de l'exclusion à B de l'article 123.1 de la loi sur la taxe d'assises. Donc, malgré ces nouveaux ajouts-là, il reste toujours de l'incertitude par rapport à l'application de la TPS-TVH en matière de crypto-actifs. Mais on s'attend à ce que dans les prochains mois, prochaines années, il y ait des commentaires qui soient émis par le ministre ou en fait, du moins des guidance additionnels
pour comprendre l'application claire de la TPS-TVH en matière de cryptoactifs. Donc, si le cryptoactif ne se qualifie pas à titre d'effet de paiement virtuel, après ça, on doit vérifier est-ce que ça se qualifierait peut-être à titre d'effet financier, auquel cas, ça serait encore une fois exonéré. Donc, ça pourrait être les jetons de titres financiers, eux, pourraient constituer des effets financiers, donc ils seraient possiblement exonérés. Ou bien les futures de crypto-monnaies pourraient possiblement aussi être exonérés en vertu de cette définition-là. Mais si le jeton ne se qualifie pas à titre de cryptoactif, d'effet de paiement virtuel et ne se qualifie pas à titre d'effet financier, bien là, le cryptoactif va se constituer un bien meuble incorporel et là, la fourniture serait taxable. Donc, tous les NFT, même malgré la nouvelle définition, seraient taxables. Donc, si moi, je vends un NFT à mon ami, en théorie, il faudrait que je perçoive la TPS-TVH. Par contre, si ces cryptoactifs-là sont vendus à l'étranger, à un non-résident non inscrit aux fins de la TPS-TVH, bien là, je n'aurai pas besoin de charger la TPS-TVH sur cette vente-là. Donc, on voit que c'est quand même assez technique, très complexe, mais il reste encore un peu d'incertitude malgré ces nouveaux ajouts-là. Ce qui nous amène aux activités de minage. Je vais faire ça vite parce que je vois qu'il me reste quelques minutes. On parlait, je pense, d'1 heure pour la présentation, puis après ça, un 30 minutes pour les questions, le cas échéant. Donc, pour ce qui est des activités de minage, on est venu dire, en fait, que les activités de minage, si elles se qualifient, sont maintenant des activités qui sont faites hors du cadre des activités commerciales, ce qui fait en sorte que le contribuable qui fait des activités de minage dans son salon ne peut pas réclamer ses crédits de taxes sur ses achats, mais n'aurait pas, de l'autre côté, à charger la TPS-TVQ à chaque fois qu'il reçoit des paiements de récompense de minage. Donc, essentiellement, les nouvelles dispositions ont eu pour conséquence de faire en sorte que les activités de minage soient réputées faites hors des activités commerciales du contribuable, ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas réclamer ses crédits de taxes, mais qu'il n'y a pas en contrepartie à charger la TPS et la TVQ là, au moment où est-ce qu'il va recevoir une récompense de validation, donc son Bitcoin suivant le minage de crypto-monnaie. Par contre, il y a une exception à ça si le contribuable fait du minage au profit d'une personne qui est connue. Donc, si par exemple le contribuable loue la puissance de traitement de son matériel de minage à une personne qu'il connaît, l'exception de l'article 188.2 s'appliquerait. Donc, ça ferait en sorte que le contribuable pourrait réclamer ses crédits de taxes et devrait charger la TPS-TVQ en échange de ses services. Donc, en gros, là, les nouvelles modifications qui ont lieu au niveau de la loi sur la taxe assise pour les activités de minage font en sorte un peu de nous rendre au Canada un peu moins compétitifs qu'ailleurs parce que le contribuable qui fait du minage, qui achète de l'équipement qui ont des valeurs assez importantes sur laquelle il paye la TPS-TVQ, mais le contribuable ne pourra plus réclamer ses crédits de taxes en lien avec ces activités-là. Donc, c'est une décision qui était à certains égards mal accueillie par certains mineurs de crypto-monnaies parce qu'on s'entend ces crédits de taxes-là avaient une valeur assez importante. Là, le contribuable qui achète des millions de dollars de machines pour le minage, mais qui ne peut plus réclamer de crédit de taxes sur ces machines-là, ça a créé une dépense additionnelle qui n'était pas nécessairement la bienvenue. Donc, qu'est-ce qui arrive si un contribuable n'a pas déclaré ses revenus de crypto-monnaie ou n'a pas déclaré ses crypto-monnaies dans son T1135, comme on en parlait plus tôt, ou s'il n'a pas déclaré sa TPS-TVQ correctement? Il y a toujours la possibilité de faire une divulgation volontaire auprès des autorités fiscales pour rectifier sa situation. Pour être admissible au programme de divulgation volontaire, cette divulgation va devoir être premièrement volontaire, qu'elle ne vient pas d'une lettre de vérification obtenue des autorités fiscales. Elle va devoir être complète. Elle va devoir comprendre une pénalité. Il doit avoir un retard d'1 an dans ses déclarations, puis elle va devoir inclure le paiement.
Donc, dans cette situation-là, la divulgation volontaire du contribuable pourrait être admissible au programme général ou au programme limité de divulgation volontaire des autorités fiscales. Donc, en résumé, là, avec la mise sur pied par les autorités fiscales d'équipes spécialisées en crypto-monnaie, puis également avec les autorisations judiciaires qu'on a vu un petit peu plus tôt qui commencent à être obtenues par l'Agence du revenu du Canada, on voit vraiment que les autorités fiscales se préparent à effectuer des vérifications dans ce domaine-là. C'est pourquoi on recommande à tout le monde de déclarer les gains de crypto-monnaies qu'ils ont effectués pour éviter potentiellement d'avoir des pénalités ou des amendes assez importantes ou même possiblement de faire l'objet d'accusations criminelles ou pénales là, dans des situations plus dramatiques. Également, je vous rappelle l'importance de tenir vos livres et registres pour éviter que les autorités fiscales puissent utiliser des méthodes alternatives pour reconstituer les revenus du contribuable. Puis, dernière chose, si vous n'avez pas déclaré tous vos gains dans le domaine des crypto-monnaies ou si vos clients ne l'ont pas fait, on recommande fortement de faire une divulgation volontaire là, pour éviter les pénalités salées qui pourraient être ajoutées à leur cotisation fiscale. Donc, c'est tout pour moi pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Je sais qu'il y a certains aspects qui étaient très techniques. Donc, si vous avez des questions, vous voulez certains éclaircissements relativement à ce que j'ai mentionné aujourd'hui, là, je suis là pendant les 15 ou 30 prochaines minutes. Okay, if anyone has a question, allons-y. Just unmute yourself and ask your question. Anyone have a question? You can unmute yourself and ask the question, and you could ask it. David has said you could ask it in English if you wish. He's going to answer in French. I have a question. Go for it. Yes. Have there been many cases in Canada where the companies and contributors and the people who contribute have been charged criminally, and what are the statistics if you have them? Okay, criminally, well, regarding tax evasion, I have not seen yet any proceedings regarding cryptocurrencies. However, there's a couple of people that were charged for laundering money or with selling drugs online through the dark market that we have seen using the cryptocurrencies. So this is a phenomenon that we see more and more often. We know that the states are working with the RCMP in some files to get to arrest some Canadian residents that are selling online on the dark web some drugs. Recently, there was someone that was arrested, I think, in Newfoundland that was selling drugs online and was paid in cryptocurrencies. But as I said before, you know, the tax authorities or the authorities in general, the RCMP, the FBI, they have access to the platform Chainalysis that we have discussed a little bit before. With these platforms, they are able to trace them and find them wherever they are. So yeah, I think that we're going to see a lot more of these in the future because you know, RCMP are using these software since a couple of years, but Revenue Canada on their side, I think it's pretty recent that they are using this platform. So they haven't charged, from my understanding, any people yet for tax evasion or, but as I said, they are starting using these methods. So it's going to come, I think, within the next years. So sorry, I don't have any statistics for you right now, but I could check and come back to you regarding this. Yeah.
I don't need that, just curious. Thank you. No problem. Merci. Ça fait plaisir. Puis, ouais. C'est ça, la plateforme que je parlais un petit peu plus tôt, là, qui est Chainalysis, qui permet de faire. Je vais revenir rapidement. Hein. Excusez-moi, il y a beaucoup de diapositives. Désolé de vous flasher ça comme ça. Donc, il permet de faire ces reconstitutions-là. C'est utilisé vraiment par toutes les autorités fiscales, par plusieurs autorités partout dans le monde, qui fait en sorte vraiment. L'avantage vraiment avec les crypto-monnaies, c'est que maintenant, c'est traçable les mouvements de fonds. Avant, si je faisais une transaction, j'envoyais de l'argent à mon beau-père, qui lui l'envoyait à quelqu'un d'autre, qui lui l'envoyait à quelqu'un d'autre. C'était pas transparent. Je peux pas voir cet argent-là est allé où finalement. Tandis qu'avec ces systèmes-là, maintenant, on peut voir la finalité de où est-ce que l'argent a abouti. Donc, on peut voir, j'ai envoyé de l'argent à telle personne, puis finalement, ça l'a abouti sur tel échange, ça l'a abouti dans le dark web, ça l'a abouti dans une plateforme de subvention du terrorisme, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que c'est très, très transparent. On est capable vraiment, nous, on l'utilise, ce logiciel-là, au bureau pour être capable d'avoir une image complète du dossier de notre client, puis de voir les transactions qu'ils ont effectuées, puis avec quelle plateforme ils ont fait affaire pour être capable d'aller chercher cette information-là, puis de reconstituer leurs revenus au fil des dernières années. Hein. Mais c'est vraiment une plateforme assez puissante. C'est notamment avec cette plateforme-là récemment qu'Israël a été capable d'aller saisir les fonds du Hamas qui étaient détenus en crypto-monnaie. Donc, c'est utilisé vraiment de plus en plus là, par les autorités. Puis on voit que c'est utile, puis ça permet justement, tant au niveau du crime qu'au niveau du combat du terrorisme, qu'au niveau de la conformité fiscale, ça va être le prochain outil là, qui va être utilisé au fil des prochaines années. Là, donc ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Merci pour ça. Does anyone else have any questions? Feel free to, again, unmute yourself and just jump in. Anyone else have any questions about the different issues that were brought up in this presentation? Le Feel free to- c'est quelque chose que n'importe qui peut utiliser ou seulement les autorités? C'est une plateforme qui existe. Il existe le modèle autorité fiscale, autorité gouvernementale. Il existe le modèle privé. Donc, moi, j'ai le modèle privé qu'on utilise au bureau. Donc, je n'ai pas exactement l'ensemble de toutes les données confidentielles que les autorités ont. Mais ça me permet d'identifier l'argent, les fonds sont allés où, etc. Là. Donc, il y a des plateformes. Cette plateforme-là est développée, mais elle est développée aussi avec d'autres outils qui sont utilisés par le gouvernement. Donc, ça permet vraiment d'avoir une idée complète là, des mouvements de fonds là, sur la blockchain. C'est sûr, c'est pas accessible à tous. Ça l'amène la question aussi de l'équilibre des forces. Parce que dans le cadre d'une vérification fiscale, si les autorités fiscales ont un programme comme ça qui est assez complet, qui permet de donner une vision assez complète, puis que le contribuable se défend seul en n'ayant pas cette plateforme-là dans le cadre d'une vérification fiscale, ben, il est en arrêt. C'est sûr que le contribuable a moins de chances d'être capable de convaincre l'autre partie de son point. Là. Ces outils-là sont assez complets, sont assez dispendieux. Donc, c'est pas tout le monde qui va finalement pouvoir utiliser ce type de plateforme-là dans le cadre de leur vérification fiscale. Est-ce que c'est possible de comprendre comment ça se fait que vous avez une version privée? Est-ce que ça ne contravient le Privacy Act? Non, la version que j'ai, c'est essentiellement toute l'information que vous retrouvez sur cette plateforme-là que j'utilise. C'est de l'information que vous pouvez retrouver en ligne sur le site Etherscan. Okay? Donc, si vous allez sur le site Etherscan, vous allez voir l'ensemble de toutes les adresses
puis toutes les transactions qui sont effectuées. Le logiciel, qu'est-ce qu'il permet de faire, c'est de faire une reconstitution graphique des transactions qui sont effectuées. Puis, le logiciel est en contact, la plateforme est en contact avec tous les échanges, si on veut, de la planète qui acceptent de collaborer, là. Puis, ils sont capables de dire, ben cette adresse-là, où est-ce que l'argent est allé, ça, c'est allé dans telle plateforme, parce que cette plateforme-là m'a confirmé à moi, Chainalysis, que ça m'appartenait à titre de plateforme d'échange. Donc, il n'y a rien de données privées là-dessus. Si vous regardez sur Etherscan, cette information-là va se retrouver. S'il y a des plateformes qui acceptent de divulguer les adresses qui leur appartiennent sur la blockchain, ils ont le droit de le faire. Là, puis après ça, ça permet de faire ces reconstitutions-là. Là. Ouais. Donc, non, il n'y a pas d'informations confidentielles. Je ne peux pas voir en cliquant sur les ronds ici, c'est qui la personne qui est propriétaire. Mais si de l'autre côté, je fais une demande d'accès à une plateforme d'échange, puis je demande, David Coutu, donnez-moi la liste de toutes les adresses qui ont connecté avec ma plateforme d'échange, mais là, je suis capable de reconstituer ça. Donc, il faut quand même une porte d'entrée là, pour être capable d'arriver à faire cette reconstitution-là pour un contribuable en pratique. Là. Merci. Ouais. Monsieur Cohen? Go ahead. If you have a question, just mute yourself and just ask a question. Ou si vous voulez certaines clarifications, là, je sais que vers la fin, je suis allé assez rapidement au niveau de la TPS-TVQ parce que c'est assez Yeah, Jonathan, we don't hear you. Well, I see that you're unmuted, technique but I son don't hear you. application, mais Yeah. est-ce que vous m'entendez? 1, 2? 1, 2? Wait. On vous attend. On vous entend bien. Okay. Jonathan, you have a question, Jonathan Cohen, but I see that you're asking if we're hearing you. We don't hear you. Ah. Okay. Non, mais Jonathan, vous pouvez écrire votre question si vous voulez. Bon, je vais prendre le temps d'attendre votre question pour pouvoir y répondre. Il n'y a pas de problème. Mais ça, en attendant que la question soit posée, ça, il y a la question effectivement de l'équilibre des forces dans le cadre de ce type de vérification-là qui pourrait devenir problématique. Il y a aussi la question, comme je disais, en matière fiscale, le fardeau est à l'inverse du droit criminel. Là, donc, on est coupable jusqu'à preuve du contraire. On doit démontrer que les cotisations sont non valides parce qu'ils sont présumés valides, les cotisations des autorités fiscales. Mais à partir du moment où est-ce qu'on va s'aventurer, où les autorités fiscales pourraient s'aventurer à faire des hypothèses, à dire cette adresse-là avec laquelle elle est connectée, ça, je crois que c'est votre adresse à vous. Donc, je considère que toutes les autres transactions qui ont été faites par la suite, c'est les vôtres. Ça risque d'être compliqué après ça pour le contribuable de venir contester ces présomptions de fait-là s'il n'a pas accès, s'il n'est pas capable en fait de démontrer que les adresses ne lui appartiennent pas. Donc, on va devoir faire une preuve à la négative. Donc, j'ai hâte de voir pour ce type de dossier-là en particulier, là, où est-ce que il y a une certaine zone grise, là, parce que des fois, il n'y en a pas. Là, on sait que c'est exactement l'adresse du contribuable, que ça lui appartient, puis il n'y en a pas, mais à partir du moment où est-ce qu'on va faire des spéculations, on va mettre des hypothèses dans le cadre des cotisations, ça pourrait rendre vraiment les litiges fiscaux assez complexes. Et Jonathan Cohen, son questions sont prêtes. Il demande sur le Robot Scam. Il dit Oui, qu'il je y a viens de voir.
Okay, you go ahead. You may have heard of Hubble-Bit scam. Several plaintiffs in Canada are looking for lost funds. Well, actually, when you're a victim of a scam here in Canada, in theory, you have to go see for the authorities at first. So you have to go see SQ, Sûreté du Québec, or RCMP, or the police that applies in the region where you are at. That being said, I know that effectively here in Quebec, it's not all police officers that are using these software. I know that there's some units that do not have these type of softwares. So sometimes they can't help you that deeply in trying to recover funds that you may have lost. But it's important to do a complaint at first, so at least they are aware of that you have a file number. So then afterwards, if you want to go forward and hire people to help you trying to recover these funds, at least you have a file that has been open and which could help you further in the process. The Chainalysis, you can try to contact them, but they are, it's a private company located in the States, and they are very expensive. If you want to have the help from them, it's going to cost a lot of money. But I know that there's some firms that specializes in recovering funds that may have been lost on these type of scams. But it's pretty rare that people are able to recover these funds afterwards. It's usually, the people that create these scams are pretty sophisticated, and the funds are transferred to them, and a couple of days later they are sent into mixing services, so it's difficult to trace where the money went. And they will use some prête-nom to withdraw the money cash afterwards in another country. So it can be really difficult, and the chances of succeeding in recovering these funds are really low. However, there are some companies that work with Chainalysis and other type of platforms that help people to recover these funds. However, if you look online, most of them that you will see are other scams that they will tell you that they are able to recover your fund, but they might not really be. So it's really difficult here in this situation to determine exactly what you want to do and where you want to go to try to recover these funds. But I have a client of mine that lost a lot of money with these type of scams, and so he asked me to try to find the good investigator to help him and could do something actually for him. So I contacted Chainalysis, and they gave me the name of one person that does it, that seems to be successful. So my client wanted to hire him. I told him, the chances of success are really, really low, but if you absolutely want to try to do something, you can go Do you hear me and now? contact them. So right now, I can tell you if it's gonna work. The file is up and running. They just started doing their investigation, but I could give you some information afterwards regarding this. So I don't know if it answers your question. You tell me there's an active file that was open. Okay, and the police didn't follow up. Yeah, the police didn't follow up probably because it's it's always a question of resource, and I don't think they have a lot of resources that are specifically working with crypto. Ideally, as I said, RCMP, I know they have a big team in crypto that could maybe help you if you want to go forward with them. But yeah, that's a problem now. People are losing money, and it's always really difficult to recover. But there are some people that seems to be specialized in this, but I couldn't give you much more information for now since we don't have any successful history to give you right now. Yeah.
Okay, I don't know if you hear me, but I'll reach out privately later. Yes, yes, perfect. Okay. Okay, very interesting questions. It's emerging areas of finance. If anyone has another question, feel free to jump in. Just unmute yourself. Je me demande, peut-être que vous l'avez déjà mentionné, mais il y a beaucoup des enfants, des jeunes adolescents qui se sont rentrés là-dedans. Ils ne savent pas vraiment dans quoi ils se sont rentrés. Les parents ne sont pas nécessairement au courant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La plupart des plateformes, les jeunes qui vont embarquer, qui vont investir dans les crypto-monnaies ou qui vont essayer de suivre ça, vont sûrement aller sur des plateformes un peu plus populaires. Là, il y a des plateformes qui sont plus accessibles que d'autres, comme crypto.com, par exemple, qui est une plateforme assez accessible. Puis, si vos enfants ont acquis de la crypto-monnaie sur crypto.com, ben, habituellement, ils reçoivent un courriel qui confirme leurs acquisitions. C'est peut-être une façon de suivre ça un petit peu. La plupart des plateformes d'échange légitimes vont envoyer des courriels pour confirmer les transactions qui ont été effectuées. Fait que ça, c'est peut-être un moyen d'être informé un petit peu. Si vous trouvez dans leur chambre quelque chose comme... il est où, là? Excusez-moi. Quelque chose comme ça, mais ça, c'est... Si vous trouvez un ledger comme ça ou un trésor comme ça, mais ça veut dire qu'ils ont de la crypto-monnaie dans leurs actifs parce que c'est effectivement la seule chose à quoi ça sert, ces outils-là, là, à détenir de la crypto-monnaie. Donc, je pense que l'important, c'est tout au niveau de l'éducation, c'est d'informer vos enfants qu'il y a beaucoup de fraude, que c'est risqué, que c'est partout on fait miroiter que le Bitcoin va monter à 1 million de dollars. Puis, c'est difficile. Il y a de l'information qui est contradictoire des deux côtés continuellement. Je pense que c'est peut-être juste les éduquer que c'est très, très risqué, qu'ils peuvent tout perdre. Je pense que c'est peut-être la bonne manière d'aborder ce sujet-là. Là, mais c'est ma simple opinion. Là. Okay, anybody else questions? OK. Alors, David, je vais te remercier pour une présentation très intéressante. I want to thank you. Fantastic presentation. Very interesting and obviously complex and emerging field in finance. It's the new Wild West, I suppose, and so there's a lot to learn. And I thank you for keeping our law community updated today with your information, which was very well presented. Your presentation as well, your slideshow was very well presented, and I thank you for your time and for your style of presentation. We really enjoyed it, and sure you've given a lot of people good information to move forward. And I want to thank you again for joining us today, and we look forward to having you in the future. And I apologize que j'ai pas fait votre introduction en français parce que c'est disponible, mais en tout cas, merci beaucoup encore pour être venu et pour nous adresser aujourd'hui. Thank you so much. Merci beaucoup, everyone, and have a wonderful week. And next time, same place, we will continue this law symposiums. Thank you so much, everyone. Et merci, David, Merci. encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Déborah. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Thank you very much. Bye. Merci. Merci. Merci à vous. Bien apprécié. Merci.